Une petite fille débarque en prison et demande aux ex-détenus « Qui est mon père ?» Cette question fige tous les hommes présents. Le centre de réinsertion communautaire de Maple Street avait accueilli de nombreux visiteurs inattendus au fil des ans, mais jamais une fillette de 10 ans tenant une enveloppe en papier craft comme une arme chargée point. « Ma mère a 72 heures avant qu'on m'emmène », annonce Emma Rodriguez, sa voix tranchant la réunion du groupe de soutien du mardi soir comme du verre brisé. Elle a dit que l'un de vous est mon père, et que si je ne le retrouve pas d'ici vendredi, je serai dans le système. Marcus Chen, l'animateur du groupe et lui-même ancien détenu ayant purgé 8 ans de prison pour vol à main armée, se lève lentement de sa chaise pliante. 23 anciens détenus fixent l'enfant qui vient d'entrer dans leur vie avec un compte à rebours et une bombe à retardement que personne n'est prêt à désamorcer. Point. Ma chérie, comment as-tu trouvé cet endroit? Marcus demanda prudemment, remarquant les mains tremblantes de la jeune fille malgré sa posture courageuse. Ce n'était pas une gamine imprudente, c'était le désespoir à l'état pur, enfermée dans une carrure d'1,20 m. Ma mère me l'a dit. Rosa Rodriguez. Elle travaillait comme conseillère pénitentiaire à la prison de Riverside il y a 9 ans. Les yeux sombres d'Emma scrutèrent la pièce, à la recherche de quoi? De la reconnaissance? De la culpabilité? Un père qui ignorait son existence? La température dans cette salle de réunion au sous-sol avait chuté de 20 degrés. Tous les hommes présents se souvenaient de Rosa. Belle, compatissante, la seule conseillère qui les traitait réellement comme des êtres humains et non comme des numéros. Elle avait disparu de la prison sans explication juste avant la fermeture de l'établissement suite à un scandale de corruption. Maintenant, il savait pourquoi. Point. Où est ta mère maintenant? Demanda devant Tank Williams, un ancien homme de main condamné pour agression et qui dirigeait désormais une entreprise de construction recrutant d'anciens détenus. Sa silhouette imposante se pencha en avant, l'instinct protecteur déjà en éveil. Hôpital du comté, chambre 314, mourante de complications, après que son petit ami l'a poussée dans la circulation il y a 3 semaines. La voix d'Emma se brisa au mot « mourante », mais elle ravala ses larmes comme quelqu'un qui avait appris que pleurer ne résout pas les problèmes, mais agir. Mais elle refuse de me dire qui est mon père parce qu'elle le protège de quelqu'un. Le protéger de qui? Insista Marcus, son instinct lui criant que la situation allait vite se compliquer. Emma sortit une photo de l'enveloppe, les mains tremblantes. De lui. Elle brandit une photo montrant Rosa, visiblement enceinte, debout nerveusement aux côtés du directeur Gregory Stone, l'homme qui avait dirigé la prison de Riverside comme son royaume personnel avant que le FBI ne l'arrête pour avoir dirigé un réseau d'exploitation de détenus par le travail. Mais il y avait autre chose sur cette photo. À l'arrière-plan, à peine visible à travers la fenêtre d'un bureau, 5 détenus en mission. La main de Rosa était étrangement positionnée sur l'image, son doigt pointant subtilement vers ces hommes, comme un message secret réservé à une personne attentive. Ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas me le dire directement parce que Stone surveille sa chambre d'hôpital, continua Emma, la voix plus assurée, comme si elle récitait des instructions mémorisées. Elle a dit « Trouve le groupe du mardi soir au centre Maple Street, montre-leur la photo de Noël, et ton vrai père saura quoi faire. » Marcus reconnut tout le monde sur cette image d'arrière-plan. Les 5 hommes étaient tous dans cette pièce. Son sang se glaça. Stone est sorti il y a 6 mois, chuchota James Ghost Patterson, l'expert en technologie du groupe, qui avait purgé une peine pour piratage informatique. Libération anticipée pour bonne conduite, malgré sa condamnation pour esclavage à des fins lucratives. Il est connecté partout, ajouta une autre voix au fond. Juges, travailleurs sociaux, administrateurs de foyers d'accueil, tout le système. Les mots suivants d'Emma confirmèrent les pires craintes de Marcus. Maman a dit que Stone savait que j'existais. Il lui a dit que si jamais elle révélait qui était mon vrai père, il s'assurerait que je disparaisse dans une famille d'accueil où les jolies petites filles apprennent à se rendre utiles. Les implications de cette déclaration rendirent chaque ex-détenu présent prêt à violer sa liberté conditionnelle. Marcus prit une décision en une fraction de seconde qui allait tout changer. Emma, je vais te dire quelque chose d'important. Tant que nous n'aurons pas découvert qui d'entre nous est ton père biologique, nous serons tous ton père. Tous les hommes présents dans cette pièce. Ça n'a pas de sens, protesta Emma, la confusion remplaçant la peur pour la première fois. C'est le cas dans notre monde, expliqua Marcus, son regard scrutant des visages qui avaient vu le pire de l'humanité mais choisissaient d'en être le meilleur. Tu es venu chez nous pour être protégé. C'est ce que tu auras. Mais les tests ADN prennent 2 semaines, la voix d'Emma tremblait. Maman a dit qu'il lui restait peut-être 4 jours et que l'audience pour la garde des enfants était vendredi matin. L'avocat de Stone avait déjà déposé les documents de placement d'urgence auprès du juge Morrison, son ancien colocataire à l'université. Le système était truqué. Le temps pressait.
Et le dernier acte d'amour d'une femme mourante consistait à confier sa fille aux seules personnes en qui elle avait confiance, des hommes que la société avait qualifiés d'irrécupérables. Ta mère t'a appris quelque chose, n'est-ce pas? Demanda Marcus, remarquant la posture d'Emma, équilibrée, consciente, comme quelqu'un entraîné à se préparer au danger. Quelque chose qui lui a fait croire que tu pourrais survivre assez longtemps pour nous retrouver. La main d'Emma se porta vers son sac à dos. Elle m'a appris à tout documenter, à dissimuler les preuves, à avoir 3 coups d'avance. Elle sortit un petit enregistreur numérique. J'enregistre les visites de Stone à l'hôpital. Il ne sait pas que je suis là. Maman me cache derrière le rideau quand il vient. Une femme intelligente. Rosa avait préparé sa fille à la guerre. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent l'ascenseur sonner. Des pas lourds dans le couloir. Plusieurs personnes se dirigeaient vers eux. Le téléphone de Marcus vibra. Accompagné d'un message du gardien de l'immeuble, 3 hommes en costume posent des questions sur une petite fille. Impossible de les retenir. Désolé. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de reconnaissance lorsque la poignée de la porte commença à tourner. C'est Mitchell, le chef de la sécurité de Stone. Il m'a suivi. 23 anciens détenus se déplaçaient à l'unisson, formant un mur humain entre Emma et la porte. Chacun d'eux avait passé des années à se faire traiter de déchets par la société. Ils avaient maintenant l'occasion de prouver que tout le monde avait tort. Et si vous vous demandez comment un groupe d'anciens criminels pouvait résister à un système corrompu conçu pour écraser des gens comme eux, vous voudrez voir la suite de cette histoire. Mais voici le problème avec les hommes qui ont déjà tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre, et c'est ce qui fait d'eux les protecteurs les plus dangereux qu'une petite fille désespérée puisse espérer. Et la porte s'ouvrit. Mitchell se tenait là, en compagnie de 2 policiers que Marcus ne reconnaissait pas. Certainement pas les agents de la patrouille de quartier habituelle qui surveillaient le centre. C'étaient les hommes de Stone, et le compte à rebours de 72 heures d'Emma venait de s'accélérer, se transformant en quelque chose de bien plus urgent. Mitchell entra avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de sa vie. 1,90 m, un costume de créateur et un sourire qui fit reculer Emma derrière les jambes de Marcus. Messieurs, je suis là pour la jeune fille. Monsieur Stone est désormais son tuteur légal. Le juge Morrison a signé l'ordonnance d'urgence il y a 1 heure. C'est impossible, dit Marcus d'une voix d'un calme mortel. Sa mère est en vie. Elle en avait la garde. Mitchell sortit des papiers pliés. Rosa Rodriguez a été déclarée mentalement incapable cet après-midi. Gregory Stone assume la tutelle temporaire de l'enfant mineur. Devon s'avança. Montrez-moi ces papiers. Êtes-vous avocat? Demanda Mitchell avec une politesse feinte. Non, mais je le suis. L'avocate Sarah Chen apparut, après avoir rendu visite à un autre client lorsque la sécurité l'alerte. Elle s'empara des papiers, les scrutant rapidement. Cette signature est datée d'aujourd'hui à 15h47, mais Rosa Rodriguez était en salle d'opération à ce moment précis. Elle n'a pas pu signer quoi que ce soit. Le sourire de Mitchell ne faiblissait pas. Le docteur Cross a obtenu le consentement avant l'opération. Pendant qu'elle était sous morphine, la voix de Sarah était tranchante comme un scalpel. C'est une fraude. Les 2 policiers qui encadraient Mitchell échangèrent un regard. Le plus jeune prit la parole. Mitchell, on devrait peut-être vérifier. Agent Reeves, votre travail est de faire respecter les décisions de justice, pas de les remettre en question. Marcus prit une décision. Emma ne partira pas tant que nous n'aurons pas obtenu une vérification indépendante. Sarah, pouvez-vous déposer une injonction d'urgence? Je suis déjà en train de la rédiger, dit Sarah, les doigts effleurant son téléphone. Mitchell rit. Vous pensez vraiment pouvoir lutter? Stone possède la moitié des juges de ce comté. Vous êtes d'anciens détenus jouant les héros. La société a cessé de croire en vous dès que vous avez enfilé des combinaisons oranges. C'est alors qu'Emma surgit de derrière Marcus et appuya sur la touche lecture de son enregistreur numérique. Et la voix de Gregory Stone emplit la pièce. La femme Rodriguez est un problème. Une fois l'enfant placé, Rosa devient superflue. Les victimes d'accidents meurent tout le temps de complications. La voix de Mitchell répondit, et si elle parle avant? Stone de nouveau. Elle ne parlera pas. J'ai clairement expliqué ce qui arriverait à Emma si elle ouvrait la bouche. L'enregistrement continua. Menaces, aveux d'exploitation par le travail, projet de trafic d'enfants par le biais de familles d'accueil. Le visage de Mitchell devint blême. C'est un enregistrement illégal. État de consentement unilatéral, interrompit Sarah. Si Emma était présente lors de ces conversations, les enregistrements sont tout à fait recevables. Reeves se précipita hors du bâtiment. Son partenaire Drummond hésita, puis leva lentement les mains. J'appelle mon superviseur. Que personne ne bouge. Drummond, si c'est vous qui appelez.
Commença Mitchell. J'ai entendu l'enregistrement. Je n'irai pas en prison parce que Stone m'a promis que vous ne vous feriez pas prendre. Drummond sortit, radio à la main. Mitchell resta seul, en infériorité numérique. Mais son sourire revint, plus méchant. Vous pensez avoir gagné? Ce bâtiment a 2 sorties. Stone a des gens qui surveillent les 2. Dès qu'elle sort, elle est à nous. Alors on ne part pas, dit simplement Devon. Pour combien de temps? Mitchell sortit son téléphone. Rosa Rodriguez a été diagnostiquée 2 fois au bloc opératoire. Ses médecins lui donnent 48 heures maximum. Vendredi matin, l'audience pour la garde à vue aura lieu, que vous soyez présent ou non, et tous les policiers seront légalement obligés d'expulser Emma. La petite main d'Emma agrippa la chemise de Marcus. Ma mère m'a dit autre chose. Elle m'a dit que si les choses tournaient mal, je devrais te parler de la fête de Noël. La vraie. Tous les ex-détenus étaient devenus figés. Parce qu'il y avait eu 2 fêtes de Noël cette année-là à Riverside. La officielle et la vraie, où Stone forçait les détenus à organiser un événement privé dans sa résidence, menaçant leur famille s'ils refusaient. Rosa avait tout documenté. Maman a dit qu'elle avait donné le dossier des preuves à quelqu'un avant de partir, continua Emma. Toutes les preuves de ce que Stone a fait. Elle a dit que l'un de vous sait où il est, et que c'est pourquoi Stone veut absolument me contrôler. Parce que si mon vrai père se manifeste, il devra remettre ce que maman lui a donné. Et ces preuves détruiront Stone. Le visage de Mitchell passa de la confiance à la panique. Tu bluffes. Maman a conservé les originaux. Dossiers financiers, photos, vidéos, tout ce qui se trouvait dans la résidence. Y compris la preuve que 3 détenus sont morts lors des événements privés de Stone et que leurs décès ont été étouffés. Mitchell recula vers la porte. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Ces enregistrements sont faux. Et toi, tu es une fille morte qui marche. Ghost s'empressa d'attraper le téléphone de Mitchell. Trop tard. Je viens d'envoyer des copies de ton historique de messages et de cet enregistrement à 40 médias et forces de l'ordre différents qui ne sont pas à la solde de Stone. Mitchell courut, réalisant que rester signifiait répondre à des questions auxquelles il ne pouvait pas se permettre de répondre. L'expression de Sarah resta sombre. Ça nous a fait gagner du temps, pas de la sécurité. Stone va s'envenimer. Quelqu'un sait de quoi sa mère parlait? 23 visages échangèrent des regards confus. Quelque part dans cette pièce se trouvait le père d'Emma, porteur de preuves qui pourrait anéantir Gregory Stone à jamais. Marcus s'agenouilla près d'Emma. Ta mère était intelligente. Mais t'a-t-elle donné un indice sur lequel de nous 2 pourrait être ton père? Emma ressortit la photo. Au dos, de la main de Rosa, il t'a tenu en premier. Il a dit que tu méritais mieux. Il a promis d'attendre. Ce souvenir appartenait à quelqu'un dans cette pièce. Et celui-ci, quel qu'il soit, détenait la clé pour sauver la vie d'Emma et détruire l'homme qui se croyait intouchable. Le temps pressait. Stone tournait en rond, et quelque part entre ces murs se tenait un père qui ignorait qu'il allait devenir la seule chance de survie d'Emma. La nuit s'étendait jusqu'au petit matin. Sarah avait obtenu une injonction d'urgence auprès de la juge Patricia Morale, l'une des 3 juges du comté dont Stone n'était pas propriétaire. L'audience était fixée au jeudi à 9 heures. Ce qui leur laissait moins de 36 heures pour déterminer lequel des 5 hommes de la photo était le père d'Emma et où Rosa avait caché les preuves. Il faut qu'on parle de cette nuit-là, dit Marcus en rassemblant les 5 pères potentiels dans une pièce séparée. Outre lui, il y avait Devon, Tank, Williams, James, Ghost, Patterson, André, Prichet, Washington et Tommy, Ranch, Castellano. Tous se souvenaient de Rosa. Ils se souvenaient tous du 9 décembre, la nuit de la fête privée de Stone dans sa demeure. J'étais de service en cuisine, dit doucement Devon, sa silhouette massive voûtée par la honte. Stone m'a forcé à servir des boissons à ses riches amis pendant qu'il plaisantait sur le fait d'avoir recruté de la main-d'œuvre. Rosa était là, prenant des photos qu'elle trouvait discrètes. Je l'ai prévenu que c'était dangereux. J'étais de service de sécurité, ajouta Ghost. Stone nous avait postés autour de la propriété comme si nous étions son armée privée. 3 hommes sont morts cette nuit-là. Des complications dues à des accidents que Stone avait mis en scène en refusant certaines demandes de ses invités. André ferma les yeux, l'ancien chef de gang devenu pasteur de la jeunesse luttant visiblement contre ses vieux démons. J'étais là quand Rosa a trouvé les corps. Elle essayait de tout documenter. Le travail forcé, les documents financiers que Stone conservait dans son bureau, la liste des invités mentionnant des juges et des politiciens. Stone l'a surprise dans son bureau. Que s'est-il passé? Demanda Marcus, l'angoisse lui montant déjà au ventre. Il a menacé de la faire tuer, de nous faire tous tuer si elle parlait, continua André. Mais Rosa, elle était futée.
Elle a dit à Stone qu'elle avait déjà téléchargé des copies sur un serveur sécurisé avec pour instruction de tout divulguer s'il lui arrivait quelque chose. C'était du bluff, elle n'avait pas eu le temps. Mais Stone l'a cru. Tommy prit la parole, les mains du mécanicien jouant avec un boulon qu'il gardait dans sa poche. Ce n'est pas vrai. Le bluff. Je l'ai aidé cette nuit-là. La sécurité de Stone m'a surpris en train de parler à Rosa près du garage. Ils m'ont battu jusqu'à ce que je perde connaissance, m'ont mis en isolement pendant 2 semaines. Mais avant cela, Rosa m'a donné une clé USB. Elle a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais la cacher dans un endroit où Stone ne penserait jamais à regarder. Tous les visages se tournèrent vers Tommy. « Tu l'as » demanda Marcus. « Tu as les preuves depuis le début. » « Non » dit Tommy d'un ton misérable. « Je l'avais cachée avant qu'il ne m'arrête. Mais à ma sortie d'isolement, lorsque le FBI a perquisitionné la prison 3 semaines plus tard et que tout a été paralysé, je n'ai pas pu retourner là où je l'avais cachée. C'était dans une section de la prison qui a été démolie immédiatement après le scandale. J'ai cru que les preuves avaient disparu à jamais. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, ayant visiblement écouté. « Quelle section » ? « La vieille chapelle, » dit Tommy. Il y avait une brique détachée derrière l'autel, 3e rangée en partant du bas. J'y ai mis le lecteur, emballé dans du plastique. Mais comme je l'ai dit, toute cette aile a été démolie. « Non, ce n'était pas le cas », interrompit Emma en sortant son téléphone. Elle leur montra des photos de travaux récents. Maman les a prises le mois dernier. Elle faisait des recherches parce qu'elle savait que j'aurais besoin de vous retrouver un jour. Écoutez, ils ont tout démoli sauf la chapelle. Une loi de préservation du patrimoine la protégeait. Elle est vide, mais la structure est intacte. Fantôme était déjà sur son ordinateur portable. Elle a raison. Le bâtiment est condamné et sa démolition est prévue pour le mois prochain, mais il est toujours debout. Fermé, clôturé, sous surveillance, mais il tient bon. Alors on va le chercher, dit simplement Devon. Ce n'est pas si simple, répondit Ghost, ses doigts effleurant le clavier. Stone a acheté la propriété il y a 6 mois par l'intermédiaire d'une société écran. Il a des agents de sécurité privés sur place 24H, 24 et 7J, 7. Il attend, il observe, espérant que l'un de nous tenterait exactement cela. Sarah s'appuya contre l'encadrement de la porte. C'est pour ça qu'il ne s'en est jamais pris à vous 5 spécifiquement. Il ne savait pas qui avait les preuves, alors il vous a tous surveillés. Il attendait que l'un d'entre vous passe à l'action. Et quand Rosa est tombée malade, quand elle a su qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, Stone a compris qu'elle enverrait Emma nous retrouver, raconta Marcus. Il se préparait à ce moment. André regarda Emma avec une compréhension nouvelle. Ta mère t'a envoyé chez nous parce qu'elle savait qu'on te protégerait, mais aussi parce qu'elle savait qu'on chercherait ses preuves. Elle compte sur nous pour finir ce qu'elle a commencé. Il nous faut un plan, dit Sarah. Entrer par effraction dans cette propriété est illégal. Si vous vous faites prendre, vous violez tous votre liberté conditionnelle et vous retournez en prison. Stone gagne par défaut. Alors on ne se fait pas prendre, dit Devon. Ghost, peux-tu pirater leur système de sécurité? Peut-être. Mais il faudrait que je sois proche, à moins de 15 mètres de leur serveur principal. Et Stone n'est pas stupide. Il aura des sauvegardes, des commandes manuelles. À la seconde où on franchira cette clôture, il le saura. Marcus regarda les hommes autour de lui. Des frères forgés dans l'enfer de la prison de Riverside, chacun portant les cicatrices de la cruauté de Stone. Puis il regarda Emma, une petite fille qui méritait mieux que les cartes qu'on lui avait distribuées. Il nous faut une diversion, dit lentement Marcus. Quelque chose d'assez important pour détourner l'attention de Stone de la chapelle. Comme quoi? Demanda Tommy. Emma brandit à nouveau son enregistreur. Et si on diffusait certains enregistrements? Pas tous, juste assez pour faire paniquer Stone. Il croira qu'on passe par la voie légale. Pendant qu'il gère la tempête médiatique et essaie de contrôler la narration, tu vas chercher les preuves. C'est vraiment brillant, admit Sarah. Je peux divulguer les enregistrements à des journalistes spécifiques qui enquêtent sur Stone depuis sa libération. Une fois que l'information sera diffusée, Stone devra répondre publiquement, conclut Ghost. Il mobilisera les ressources nécessaires pour gérer la crise. La sécurité à la chapelle sera minimale. Quand? Demanda Devon. Ce soir, décida Marcus. Nous diffuserons les enregistrements à 18h, au début du journal télévisé du soir. À 20h, Stone sera en pleine crise. Nous arriverons à la chapelle à 21h, pendant la relève de son équipe de sécurité. Entrée et sortie en 15 minutes.
Je viens avec toi, dit Emma fermement point. Absolument pas, répondirent tous les adultes présents simultanément point. Oui, insista Emma. Maman a dit que la cachette nécessitait quelque chose de précis. Une phrase, un code, quelque chose que seule sa fille connaissait. Elle m'a dit quoi chercher. Sans moi, tu ne la trouveras jamais à temps. Les hommes échangèrent un regard. La gamine avait raison, mais l'exposer à un danger semblait inacceptable à tous les niveaux. Point. J'y vais, proposa Sarah. Une personne autorisée doit être présente lorsque vous trouverez ces preuves, sinon les avocats de Stone prétendront qu'elles ont été dissimulées. Emma reste ici sous protection. Non, répéta Emma, sa voix prenant celle de sa mère. Stone s'attend à ce que vous me cachiez. C'est ce qu'il prévoit. Mais si je suis avec vous à la chapelle, je suis le dernier endroit où il pensera à chercher. Et si quelque chose tourne mal, ma présence vous donne un avantage. Il ne peut pas risquer de blesser publiquement la fille de Rosa Rodriguez, pas avec l'attention médiatique que ces enregistrements susciteront. Marcus détestait qu'elle ait raison. La gamine avait hérité de l'esprit stratégique et du courage de Rosa. Point. D'accord, acquiesça-t-il, voyant la même résignation sur les visages des autres. Mais vous restez dans le véhicule, sauf en cas d'absolue nécessité. Dès que les choses tournent mal, Ghost vous fait sortir de là. Compris? Emma hocha la tête, mais Marcus voyait dans ses yeux qu'elle n'avait aucune intention d'obéir à cet ordre si les choses allaient mal. Le plan était figé. Dans 12 heures, soit ils auraient les preuves pour détruire Gregory Stone à jamais, soit ils tomberaient dans un piège qui leur coûterait tout, leur liberté, leur avenir, et peut-être même leur vie. Devant posa sa main au centre de leur cercle. Un par un, les autres ajoutèrent la leur. 5 hommes qui avaient survécu à l'enfer ensemble, se battant maintenant pour quelque chose de plus grand qu'eux. Emma posa sa petite main dessus. Point. Pour Rosa, dit doucement André. Pour chaque personne que Stone a détruite. Pour Emma, ajouta Marcus. Pour avoir l'occasion de prouver que nous sommes bien plus que nos pires erreurs. Ils se séparèrent lorsque l'ordinateur portable de Ghost sonna une alerte. Son visage pâlit. On a un problème. Rosa vient de s'effondrer à nouveau. Les médecins l'ont réanimée, mais ils disent qu'elle pourrait ne pas passer la nuit. Le sang-froid d'Emma finit par se fissurer. Des larmes coulaient sur ses joues tandis que la réalité la frappait. Elle risquait de perdre sa mère avant même d'avoir prouvé l'identité de son père, avant même d'avoir traduit Stone en justice. Marcus s'agenouilla près d'elle, et sans réfléchir, la serra dans ses bras. On va arranger ça. Je te le promets, ma petite. Ta mère ne s'est pas battue aussi fort pour qu'on échoue maintenant. Ce que Marcus ignorait encore, c'est qu'à l'autre bout de la ville, dans un bureau en attique surplombant la ville, Gregory Stone regardait les images de sécurité en direct du centre de réinsertion. Il avait surveillé le bâtiment depuis l'appel de Mitchell pour signaler la catastrophe. Stone sourit en regardant le groupe élaborer ses plans, complètement inconscient des caméras que Ghost n'avait pas détectées. Celles installées dans le système de ventilation du bâtiment des mois auparavant. Et elle savait exactement ce qu'il préparait. Et il préparait sa propre riposte depuis le jour où il avait acheté la chapelle. Le piège était tendu. La proie s'approchait de son plein gré. Et demain à cette heure-ci, tous ceux qui avaient menacé Gregory Stone seraient exactement là où il le voulait. Désespérés, exposés et entièrement à sa merci. À 18h03 précise, les enregistrements d'Emma ont été diffusés simultanément dans tous les principaux médias. En quelques minutes, le visage de Gregory Stone était placardé sur les écrans, aux côtés de gros titres criant à la corruption et au meurtre dissimulé. Stone observait la scène depuis son pentouse, son sourire glacial immuable. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils pensent que le cirque médiatique va me distraire. À la chapelle, Stone avait déployé 8 gardes armés, des caméras thermiques et des détecteurs de mouvement. Caché dans l'ombre, il attendait avec son équipe, prêt à prendre sa proie sur le fait. Mais à 20h47, son téléphone a sonné. « Monsieur, quelqu'un vient de s'introduire dans votre bureau du centre-ville. Il télécharge des fichiers depuis votre serveur privé en ce moment même. » Le sang de Stone s'est glacé. Qui? Une femme âgée. Elle se déplace très vite. Stone a lancé le signal de sécurité et est devenu blanc. Rosa Rodriguez, qui était censée mourir dans un lit d'hôpital, copiait systématiquement tous les fichiers de son ordinateur. Dossiers financiers, documents de chantage, communication avec le crime organisé, tout point. C'est impossible. Les médecins ont dit. Les médecins que vous avez payés ont dit ce que vous vouliez entendre. La voix du docteur Patricia Kim résonna derrière lui. Dans la chapelle. Stone se retourna et vit Marcus émerger de l'ombre, tenant l'arme disparue de Stone. Vous cherchez ça? Ghost a piraté votre sécurité il y a 20 minutes. Nous vous avons observé surveiller un bâtiment vide pendant que la véritable opération se déroulait à l'autre bout de la ville. Les caméras thermiques affichaient des boucles. Les détecteurs de mouvement étaient désactivés.
Stone avait observé des flux falsifiés pendant que son empire s'effondrait. On ne peut rien prouver avec des fichiers volés, gronda Stone, la confiance en soi ébranle les poings. C'est vrai, dit Sarah Chen en apparaissant avec le groupe. C'est pourquoi Rosa ne vole rien. Elle accède à des fichiers depuis son propre compte, celui dont tu ignorais l'existence. Accès légal. Téléchargements légaux. Tous admissibles. Emma s'avança, entourée de Devon et Tommy, tenant un sac de preuves. La clé USB est authentique. Maman n'a pas donné de preuves à une seule personne, elle en a donné à plusieurs. La clé USB contient des images vidéo des meurtres. Maman télécharge les documents financiers en ce moment. Et mes enregistrements contiennent tes aveux. Tu as 10 ans, cracha Stone. Aucun tribunal n'acceptera ton témoignage. André s'avança avec son propre enregistreur. Il y a 9 ans, j'étais sous micro pour le FBI. J'ai conservé tous les enregistrements. Chaque conversation où tu as menacé des détenus, parlé de travail forcé, planifié ces meurtres. Stone regarda autour de lui, réalisant qu'il était complètement encerclé. 23 témoins, tous prêts à témoigner. C'est un piège, tenta désespérément Stone. Vous êtes venu ici de votre plein gré pour commettre un enlèvement et un meurtre, dit Ghost en levant les yeux de son ordinateur portable. Nous avons des caméras qui enregistrent le moment où vous avez annoncé à votre équipe votre intention de mettre fin au problème Rodriguez définitivement. Déjà envoyé au FBI. Le téléphone de Stone n'arrêtait pas de sonner, médias, associés prenant leur distance, avocats refusant de le représenter. En 2 heures, il était passé d'intouchable à radioactif. Vous ne pouvez toujours pas prouver qui est le père d'Emma, s'accrocha Stone au dernier fil. Emma sera dans le système vendredi, quoi qu'il en soit. Emma sortit la dernière photo et un certificat de naissance caché dans la doublure de l'enveloppe. Maman m'a obligé à le comprendre. Parce qu'elle voulait que je choisisse, comme il m'a choisi. Elle se dirigea vers Tommy Castellano. Vous lui avez rendu visite à l'hôpital. Vous m'avez serré dans vos bras et lui avez dit que je méritais mieux. Maman l'a écrit sur la photo, mais je n'ai compris que lorsque M. Castellano a expliqué comment cacher la clé USB. Il a dit « 3e rangée en partant du bas ». Mon anniversaire est le 3 mars. La chambre d'hôpital de maman était au 3e étage. Tout ce dont il se souvenait concernait le chiffre 3. Mon chiffre. Les yeux de Tommy se remplirent de larmes. Il tomba à genoux, les mains tremblantes. Je ne savais pas, Rosa ne me l'a jamais dit. J'aurais. Tu serais resté, et Stone t'aurait tué. Maman nous a protégés tous les deux. Mais elle savait que si jamais j'avais besoin d'être sauvé, tu remuerais ciel et terre pour le faire. Tommy prit Emma dans ses bras, 9 ans d'ignorance rencontrant 10 ans d'ignorance. Stone se jeta sur Emma. Devon le rattrapa au milieu de sa foulée et le plaqua au sol. Tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as plus jamais le droit de toucher un enfant. Des lumières rouges et bleues inondaient la chapelle. L'agent Rachel Morrison entra avec des agents fédéraux. Gregory Stone, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, complot, trafic d'êtres humains, corruption et 40 autres chefs d'accusation. Alors qu'ils emmenaient Stone menotté, il croisa le regard d'Emma. La petite fille qui était entrée dans une réunion de groupe de soutien venait de détruire un homme qui se croyait intouchable. Marcus répondit à la question muette de Stone. Parce que tu n'as jamais compris ce contre quoi tu te battais vraiment. Ni contre les preuves, ni contre la loi. Tu combattais la famille, celle qui se construit par la loyauté et l'amour, pas par le sang. Le FBI saisit les biens, les comptes et le réseau de Stone. Le juge Morrison démissionna. Le capitaine Walsh fut arrêté à l'aéroport. Tout le système bâti par Stone s'effondra. Mais une question subsistait. Rosa survivrait-elle assez longtemps pour voir sa fille en sécurité? Rosa Rodriguez se réveilla 3 jours plus tard et trouva sa fille endormie sur une chaise près de son lit d'hôpital, la main serrée dans celle, plus grande, de Tommy Castellano. L'espace d'un instant, elle crut rêver. Le paradis ressemblait étrangement à l'unité de soins intensifs de l'hôpital du Comté. Et, murmura Tommy, remarquant ses yeux s'ouvrir brusquement. Ravi de te revoir. Emma se réveilla en sursaut, les larmes ruisselant sur son visage. Maman, tu es. Ils ont dit que tu ne pourrais pas. Je suis plus coriace que j'en ai l'air, parvint à dire Rosa d'une voix faible mais assurée. Ça a marché? Stone. En détention fédérale en attente de son procès pour 47 chefs d'accusation, dit Marcus depuis l'embrasure de la porte, où il montait la garde avec Devon. Il ne reverra plus jamais la lumière du jour. Le soulagement qui inonda le visage de Rosa la fit vieillir à reculons, comme si elle avait retenu son souffle pendant 9 ans et pouvait enfin expirer. Et Emma? L'audience pour la garde? Annulée, annonça Sarah Chen en entrant avec les documents officiels.
Tommy Castellano a obtenu la garde d'urgence en attendant la confirmation ADN, qui est arrivée hier. C'est son père biologique, et il n'y a aucune raison légale d'empêcher le placement. Le juge moral l'a approuvé personnellement. Le regard de Rosa croisa celui de Tommy, 9 ans de non-dit passant entre eux en quelques secondes. « Tu n'étais pas obligé de… »« Si, je l'ai fait, » interrompit doucement Tommy. « J'ai raté les 10 premières années. Je ne raterai plus un jour. » Les résultats ADN n'avaient surpris personne. La force tranquille de Tommy, sa loyauté indéfectible, son instinct de protéger Emma à tout prix, tout cela était là, dans sa façon de dissimuler des preuves pendant près de 10 ans, d'accepter les coups plutôt que de trahir la confiance de Rosa, de risquer sa liberté sans hésitation quand Emma avait besoin de lui. Il y a plus, dit l'agent Morrison en entrant dans la salle bondée. Grâce aux preuves que vous avez toutes fournies, nous avons démantelé tout le réseau de Stone. 19 fonctionnaires ont été inculpés, dont 4 juges, 2 procureurs et le directeur des services sociaux. Le foyer d'accueil qu'il dirigeait a fermé définitivement et 63 enfants ont été retirés de placements dangereux. 63 enfants. Le courage d'Emma avait sauvé 63 autres enfants du sort que Stone leur réservait. Et Mitchell et les autres ? Demanda Rosa. Mitchell a accepté un arrangement, 20 ans de prison en échange d'un témoignage contre le capitaine Walsh et les autres officiers corrompus, expliqua Marcus. Walsh a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour son rôle dans les meurtres de Riverside. Drummond, le policier qui a pris la fuite, coopère pleinement. Il s'avère qu'il documentait l'opération de Stone depuis des mois, attendant que quelqu'un ait le courage de la révéler au grand jour. La justice fut rapide et rigoureuse. Les biens de Stone furent saisis et répartis entre ses victimes, y compris des indemnités substantielles versées aux familles des 3 détenus décédés dans sa demeure 9 ans plus tôt. Leurs décès, maquillés en accident, furent désormais officiellement reconnus comme des meurtres. Leurs noms furent blanchis. Leurs familles furent indemnisées, mais le plus grand changement eut lieu au centre de réinsertion de Maple Street. Les hommes qui avaient protégé Emma devinrent bien plus qu'un groupe de soutien. Ils devinrent la preuve que la rédemption était possible, que les individus rebutés de la société pouvaient devenir ses plus grands héros. L'entreprise de construction de Devon a obtenu un contrat municipal pour reconstruire les sections démolies de la prison de Riverside et en faire un centre de formation professionnelle pour les anciens détenus. Ghost a été embauché comme consultant en cybersécurité par le FBI qui l'avait arrêté. Le ministère de la Jeunesse d'André s'est étendu à 3 nouveaux quartiers, financés par les dons qui ont afflué après que l'affaire a fait le tour du pays. Et Tommy ? Tommy a acheté une petite maison avec un garage assez grand pour son travail de mécanicien et un jardin où Emma pouvait jouer en toute sécurité. Rosa a emménagé 6 semaines plus tard, après avoir terminé sa kinésithérapie. Ils n'ont pas appelé cela un conte de fées, car les contes de fées n'incluent pas les traumatismes, les erreurs et 9 ans de séparation. Ils ont appelé cela une seconde chance, plus compliquée, plus difficile, mais infiniment plus réelle. Emma a commencé une thérapie pour digérer tout ce qu'elle avait enduré. Certaines nuits, elle se réveillait en hurlant, revivant les menaces de Mitchell ou le regard froid de Stone. Mais Tommy était toujours là, ainsi que Rosa et, généralement, au moins 3 autres oncles du centre de réinsertion qui s'étaient donné pour mission de s'assurer qu'Emma sache qu'elle était protégée, aimée et jamais seule. 6 mois après l'arrestation de Stone, le groupe organisa une cérémonie au centre. Ils accrochèrent l'enregistreur d'Emma au mur, non pas comme un trophée, mais comme un souvenir. En dessous, une plaque comportait l'inscription « La nuit où une fillette de 10 ans est entrée avec courage et a appris à 23 hommes ce que signifie vraiment la famille ». Le procès de Stone dura 8 semaines. L'accusation présenta plus de 2000 pièces à conviction, dont les dossiers de Rosa, les enregistrements d'Emma, les écoutes téléphoniques d'André et la clé USB qui avait survécu près de 10 ans, cachée dans le mur d'une chapelle. Le jury délibéra pendant 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Lors de la détermination de la peine, le juge demanda si quelqu'un souhaitait faire une déclaration de victime. Emma se leva, petite mais inébranlable, et lut une lettre qu'elle avait écrite avec l'aide de sa mère. « Vous avez essayé de me faire disparaître parce que vous me pensiez faible. Vous pensiez que ma mère était faible. Vous pensiez que des gens comme mon père et ses amis étaient faibles parce qu'ils avaient commis des erreurs. Mais nous ne sommes pas faibles. Nous sommes des survivants. Et pendant que vous pensiez avoir commis un meurtre impunément pendant 9 ans, nous avons passé 9 ans à construire quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Une famille qui s'est choisie, non pas par le sang, mais par amour. Vous avez perdu. Nous avons gagné. Et je vais passer le reste de ma vie à prouver que des gens comme vous n'ont pas le droit de décider qui méritent une seconde chance. » La salle d'audience éclata d'applaudissements. Stone ne manifesta aucune émotion, mais ses mains tremblaient tandis qu'on l'emmenait. 3 condamnations à perpétuité consécutive, plus 127 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Devant le tribunal, des journalistes se pressaient autour de Tommy, Emma et Rosa.
L'un d'eux demanda à Emma ce qu'elle souhaitait que les gens sachent de son histoire. Elle réfléchit un instant, puis dit « Être brisé ne signifie pas être irréparable. Parfois, ce sont les gens que la société rejette qui vous sauvent. Cette famille, ce ne sont pas toujours ceux qui partagent votre sang. Parfois, ce sont ceux qui choisissent de se battre pour vous quand personne d'autre ne le fera. » Le Centre de réinsertion communautaire est devenu un programme modèle reconnu à l'échelle nationale. Les financements ont afflué. D'autres villes ont demandé des consultations. Marcus a écrit un livre sur la seconde chance, qui est devenu une lecture obligatoire dans les programmes de justice pénale. Ces hommes à qui on avait dit qu'ils ne réussiraient jamais sont devenus la preuve vivante que la rédemption n'était pas seulement possible, mais qu'elle était puissante. Emma a grandi entourée d'une vingtaine de pères qui lui ont chacun appris quelque chose de différent. Marcus lui a enseigné la stratégie et l'esprit critique. Devon lui a appris que la force n'est pas seulement physique. Ghost lui a appris que l'intelligence pouvait changer le monde. André lui a appris que la foi et l'action n'étaient pas incompatibles. Et Tommy lui a appris qu'aimer, c'est être présent, chaque jour, même dans les moments difficiles. Rosa et Tommy finirent par se marier lors d'une petite cérémonie à la chapelle où tout avait basculé. Emma était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe que sa mère l'avait aidée à choisir. Tout le centre de réinsertion était présent, ainsi que Sarah Chen, l'agent Morrison, le docteur Kim et même l'agent Drummond, qui avait témoigné contre ses collègues corrompus et avait commencé à œuvrer pour réformer le service de police de l'intérieur. Le jour de leur premier anniversaire, le soir où Emma était entrée à la réunion avec une enveloppe en papier craft et une prière, le groupe se rassembla pour célébrer. Quelqu'un demanda à Emma si elle avait eu peur ce soir-là. Terrifiée, admit-elle. Mais maman m'a appris que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur et faire ce qu'il faut quand même. Gregory Stone mourut en prison 4 ans après le début de sa peine, d'une crise cardiaque, selon les rapports. Personne ne fit son deuil. Le monde continua son chemin, l'oubliant vite, mais se souvenant d'Emma, de Rosa et des 23 ex-détenus qui prouvèrent que les étiquettes sociales ne définissent pas la valeur d'une personne. L'histoire d'Emma est devenue un rappel que la justice exige parfois des gens ordinaires qu'ils accomplissent des choses extraordinaires. Que le système n'a pas toujours raison quant à l'identité des héros et des méchants. Que le courage d'une petite fille et un groupe d'hommes que la société avait laissé de côté pouvait tout changer. Et la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la défaite de Stone, mais dans la reconstruction de quelque chose de meilleur à partir des ruines qu'il avait laissées derrière lui. Une famille forgée dans la crise. Une communauté transformée par les secondes chances. Une petite fille qui avait affronté le danger et en était ressortie avec une armée de protecteurs prêts à la suivre partout. Des années plus tard, lorsqu'Emma a obtenu son diplôme universitaire en justice pénale, elle s'est retrouvée à la même tribune où elle avait un jour affronté Gregory Stone et annoncé qu'elle œuvrerait à réformer le système pénitentiaire de l'intérieur. Parce qu'elle comprenait quelque chose que la plupart des gens ignoraient. La différence entre un criminel et un héros se résume parfois à savoir qui a droit à une seconde chance et qui croit mériter d'être sauvé. Les 23 hommes du centre de réinsertion étaient assis au premier rang, les larmes aux yeux, regardant la petite fille qu'ils avaient protégée devenir la femme qui protégerait les autres. Si vous croyez que chacun mérite une seconde chance, que la famille se construit par la loyauté et l'amour plutôt que par le sang, partagez cette histoire et souvenez-vous de la leçon d'Emma. Parfois, le plus courageux est de demander de l'aide aux personnes les plus inattendues.